Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver avec cette livraison de l'actualité. En voici les titres. Rentrée académique 2024 à 2025, c'est effectif au Bénin ce lundi avec les premiers cours tels que prescrits par le gouvernement. Comment les Boutchou vivent leurs premiers pas, émotion au rendez-vous, on le verra, ainsi que le lancement solennel par les ministres. Construction sûre et durable en Afrique de l'Ouest, normes et conformités, rôle des acteurs, prévention des malfaçons et solutions contre les effondrements, écho de ces enjeux empoignés au dernier SDB Talk dans ce journal. À l'étranger, on verra les problèmes des sachets d'eau plastique au Nigeria, des problèmes de migrants au Maroc et ceux liés à la fermeture d'usines de voitures électriques en Belgique, entre autres. Bonsoir. Commençons par les échos des activités du chef de l'État au Palais. Le chef de l'État qui a reçu une délégation de femmes dont la vice-présidente de la République et la présidente de l'Institut national de la femme. Au menu des échanges, la deuxième édition de la rencontre intergénérationnelle des femmes leaders politiques du Bénin qui va se tenir du 20 au 21 septembre prochain. Le thème retenu cette année, c'est le leadership politique au Bénin. Quelle stratégie pour plus d'efficacité et de visibilité des femmes en responsabilité publique? Plus d'informations, de précisions sur cette audience dans nos toutes prochaines éditions. On renoue avec les échos de la rentrée. Démarrage ce matin de la rentrée des classes au Bénin. Selon les directives officielles, pas de flottement. Les premiers cours doivent avoir commencé au premier jour. On fera le constat. Mais comme on n'en a pas l'habitude, commençons volontiers par les tout petits, ceux de la maternelle et du primaire. Les premiers pas à l'école sont souvent hésitants, craintifs, à coups de pleurs parfois. Le premier jour à l'école, c'est un jour particulier dans leur vie. Première rentrée des classes d'une vie, Saint-Tige-Quimpon, Jules Akoikou nous en offre l'atmosphère. La joie au cœur. Ces enfants commencent ce premier jour d'école pour la première fois de leur vie. C'est la maternelle. Ils ont dessiné quoi dessus? La statue de l'Amazon. C'est la statue de l'Amazon. Toi, tu connais l'Amazon? Ah, montre-la moi. Je veux bien la voir. C'est elle, ça? Bravo, Karen. Pour d'autres, peiner de quitter les parents et se retrouver dans une salle avec des inconnus pour le moment, voici l'état d'âme. Au premier jour, il y a les enfants qui pleurent, on essaye de les calmer. Quand on est meilleur, nous sommes dans le domaine, on n'y peut rien. Les premières semaines, on essaie de s'amuser avec eux, avec les chants, les poésies, on les calme avec les jeux, tout ça là. Quittons la maternelle pour le primaire. Dans cette classe de CI, l'ambiance est déjà plus familière entre les enfants et le maître en ce premier jour. Le CI, c'est la classe préparatoire pour le primaire. Donc nous les accueillons, on les appelle communément les mio-mio. Parce qu'actuellement maintenant, nous sommes encore dans la suite de la maternelle. Maintenant, ceux qui avaient déjà fait la maternelle, ils sont déjà habitués et ils se sentent déjà en famille. Et d'ailleurs, ils ont les amis qui sont déjà là, donc ils se parlent entre eux d'abord. Riane est au CE2 et pour elle, fini la distraction et place au cahier. Très bien, c'était bon. Je me suis bien mariée avec mes camarades. Maintenant, aujourd'hui c'est la rentrée. Je vois encore mes anciens camarades et je suis très contente pour la première évaluation. Je pense être la première de ma classe. Un engagement qui est partagé de plusieurs en ce début d'année scolaire avec pour but de faire la fierté des parents. Tu venais à l'école? Oui, Ça rappelle sans doute des souvenirs. La rentrée scolaire chez les tout-petits, allons voir à 100 km loin de Cotonou, à l'intérieur du pays, à Lokossa par exemple. Le premier jour d'école se conjugue avec jour de déchirement
psychologique, émotionnel pour tout le monde, au bout de chou, comme aux parents. Évariste Zomarou, Samira Tchabi-Mané en témoigne. Une petite pas du tout apprêtée à la séparation. Ce cadre qu'elle devra désormais adopter est source d'inquiétude. Elle n'est d'ailleurs pas la seule. C'est sa première fois. Pour le moment, ça n'a pas l'air d'aller, mais ça ira par la grâce de Dieu. Ça fait un peu mal, on est obligé, ils vont s'habituer. C'est normal qu'ils pleurent, c'est de leur avenir qu'il s'agit, on est obligé de les laisser. Dans ce balai de pleurs, il y en a qui ne manifestent aucun sentiment. D'autres sont même contents de se retrouver dans cette école qui les prépare au primaire. Un passage important selon la directrice. Les gens pensent qu'à l'école maternelle, nous ne faisons que jouer. Nous suivons régulièrement le programme d'études et il faut que la classe commence rigoureusement à 8h30. Donc, il faudrait que les parents soient là avant 8h pour que les enfants fassent les activités de vie, pratiquent tout ça avec les enseignants, pas d'accéder aux classes. Que les enfants ne viennent pas à l'école les mains vides. L'école maternelle pilote de Lokossa est la plus ancienne du département. Elle dispose de 6 groupes pédagogiques avec environ 30 enfants par classe. L'apprentissage est bien structuré et plusieurs ateliers sont disponibles. Toutefois, cette école a des besoins pour mieux accomplir sa mission. Nous souhaiterons que les autorités penchent leur regard d'amour sur cette école. Nous avons notre clôture qui est lézardée vu la sécurité des enfants et la taille de la clôture aussi fait que c'est devenu un jouet pour les enfants du quartier. Bon, nos WC, tout ça, si on pouvait aussi nous compléter nos salles de classe et les installations qu'il faut extérieures pour les enfants, normalement, nous n'en avons plus. Nous n'avons pas les mobiliers qu'il faut. À la maternelle, les enfants sont acceptés à partir de 3 ans, voire 2 ans et demi. Ces appels ne sont pas tombés dans les oreilles des sourds. Justement, à présent, la rentrée des classes version ministérielle. Direction EPP Gobé-Cartier. C'est l'école primaire publique portant le nom de son quartier d'implantation. Nous sommes dans la commune de Savet, dans les collines. C'est dans cette école primaire que les 3 ministres de l'Éducation nationale ont posé l'acte symbolique inaugural de cette rentrée académique 2024-2025. Reportage, Marcel Arossi, Ramatou Lawani. Attention pour la montée des couleurs nationales. Prêt, envoyé. Cette année encore, cela se passe exactement comme on a commencé à le vivre depuis quelque temps. Les 3 ministres des différents ordres d'enseignement ensemble pour procéder au lancement officiel de l'année scolaire et universitaire. Et pour ce faire, nous voici à Savet, dans les collines, à près de 260 km de Cotonou. Comme quoi, le Bénin ne se limite pas à Cotonou, Porto-Novo, Ouida, Parakou et les autres villes phares déjà très connues. N'est-ce pas, Madame la ministre ? Exactement, vous l'avez dit, 200 et quelques kilomètres, ça peut paraître très loin, mais au fait, ce n'est pas loin lorsque nous regardons la politique du gouvernement de pouvoir refaire les routes, la construction des routes. Ça fait qu'on peut se lever et aller à Parakou très rapidement. C'est pour cela qu'ici, ce n'est pas très loin, mais c'est un bon signal. C'est quelque chose qui est très bien ressenti par les populations. Merci Madame la ministre. Ici, nous sommes dans une école primaire. Gobé-Cartier, c'est son nom. Et le ministre en charge des enseignements maternels et primaires a certainement des recommandations pour consolider davantage les performances déjà enregistrées les années antérieures. Ce qu'on leur demande le plus, c'est le sérieux au travail. Et leur sérieux au travail commence par la ponctualité. Nous avons insisté beaucoup plus qu'ils soient ponctuels. Nous avons vu également leurs enseignants à qui nous avons produit des conseils afin qu'ils s'occupent sérieusement de ces bouts du chou. Et ce qui me fait plaisir quand on est allé dans les salles, c'est que le matériel est au point. Voyez-vous, par le passé, on a tout le matériel, mais il manquait toujours quelques-uns, notamment les manuels et cahiers d'activité pour les classes de CI et de CP, cours d'initiation et cours préparatoires. Mais le gouvernement a mis bouchée double cette année pour que dès le premier jour de classe, que ces documents-là soient déjà dans les classes. De Gobé-Cartier, cap sur le collège d'enseignement général de Ouagui, toujours dans la commune de Savet. Vous avez constaté que les enfants sont tous en classe, bien concentrés, avec des professeurs. Ça veut dire que le démarrage est effectif. Pour nos apprenants, nous leur avons déjà prodigué des conseils de réussite qui commencent déjà par la ponctualité en classe, l'assiduité,
le sérieux, le travail, etc. Ces conseils, nous les prodiguons à tous les apprenants, donc de nos écoles primaires, des collèges, des lycées et également des universités. Et avant l'étape du supérieur, un petit détour dans une école à cantine scolaire. La petite tournée prend donc fin ici au laboratoire de biotechnologie appliquée du campus de Dassa Zoumer, où la rentrée est aussi bien effective. Madame la ministre, que reste-t-il à dire? Merci, messieurs les journalistes. Vous avez constaté notre joie de faire tout ce parcours et de nous assurer que effectivement la rentrée a lieu au niveau des 3 zones d'enseignement. On se parle de primaire, secondaire, on est à l'université. Qui vous souviennent, mais souvent, il y a quelques années, le supérieur se démarque un tout petit peu parce que les calendriers ne sont pas souvent en cohérence avec ce que nous lançons. Mais depuis 2-3 ans maintenant, vous avez compris que nous faisons la rentrée unique. Et c'est ce que vous avez compris ici, que les cours ont réellement commencé, que cette année soit une année vraiment comblée pour les uns et les autres. Très bien. Une année scolaire et universitaire sans anicroche, c'est ce qu'il reste maintenant à souhaiter quand on sait surtout que ces dernières années, bien de dispositions sont prises pour anéantir les risques de perturbation. Merci Marcela Rossi. À l'issue des différents moments du lancement officiel de la rentrée des classes par les ministres, le ministre des enseignements maternels et primaires a tenu à rappeler une particularité de cette nouvelle année scolaire. On le retrouve à l'étape du lycée technique de Boyko au micro de Marcela Rossi et Amatou Laoni. C'est vrai, chaque année on retient des thèmes pour l'année scolaire et le thème de cette année porte sur le démarrage du programme national pour l'accélération de l'éducation et du bien-être des filles. Qu'ils nous souviennent qu'en 2022, le Bénin a organisé le forum pour l'accélération de l'éducation des filles. C'était les 10 et 11 mars 2022. Mais courant 2024, notamment en juillet, le gouvernement a adopté le programme national pour l'accélération de l'éducation et du bien-être des filles. Ce programme-là connaîtra sa mise en œuvre à partir de cette année scolaire. Et la mise en œuvre va démarrer par une campagne nationale. Ce sera une campagne de sensibilisation, une campagne également d'information, mais qui concerne tous les acteurs de l'école. Et lorsqu'on parle de l'accélération de l'éducation des filles, ça signifie que les filles qui sont déjà à l'école doivent y rester jusqu'à ce qu'on appelle aujourd'hui l'éducation de base, donc du CI ou de la maternelle en classe de terminale. C'est dire également que celles qui n'y sont pas, nous devons mettre tout en œuvre pour qu'elles se retrouvent à l'école et qu'elles puissent y rester. Alors la campagne qui va lancer les activités cette année est conçue autour du thème Wendia, Gabi, en bâtonnant dit Wendia c'est femme. Ok, Gabi c'est puissance au pouvoir. Et ce slogan-là signifie tout simplement pour nous que le Bénin protège ses filles et s'occupe de leur éducation. Donc, notre appel est que toute la communauté éducative puisse se mobiliser autour de ce programme et puisse participer effectivement à toutes les activités liées à la campagne. Évoquons le dialogue entre les institutions de la République à travers les échos de la rencontre intervenue aujourd'hui entre le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication, HAC, et le vice-président du Conseil économique et social. C'est l'une des rencontres itinérantes entreprises par le président de la HAC après l'installation de la 7e mandature. Édouard Loko explique ici à Rachad Moussa et Bruno Khotepo le sens de sa démarche. Dans la vie de tous les jours, comme dans la vie républicaine, il est agréable de voir et de bonne loi que, j'ai dit tout à l'heure au président, que le dernier locataire, nous sommes tous des locataires, venus dans une nouvelle maison, aille saluer les anciens qui sont dans la maison. C'est dans ce cadre que depuis ce matin, j'ai été déjà reçu par la présidente de la Cour des comptes à Porto Novo
Et ce soir, je suis avec beaucoup de plaisir avec le président du Conseil économique et social, de qui j'ai reçu les bénédictions. Et c'est un ancien de la maison et les sages conseils pour ma mission. Le savez-vous, c'est important le rappel, tout projet de construction de maisons individuelles, de routes ou d'infrastructures quelconque BTP doit passer par l'obtention du permis de construire. Or, moins de 10% des constructions au Bénin ont ce quitus. Pas étonnant, tous les effondrements et malfaçons dans les constructions. Mercredi dernier, le gouvernement a décidé de renforcer la loi sur les constructions et dans la foulée, les acteurs BTP ont été conviés à Cotonou à des réflexions sur la construction sûre et durable en Afrique de l'Ouest, normes et conformités, rôle des acteurs, prévention des malfaçons et solutions contre les effondrements. Les enjeux avec Déogracias Menaï, Françoise Insou et Blaise Adanko. Octobre 2016, Akpakpa se réveille frappé par un drame avec des morts et des blessés à la suite de l'effondrement d'un immeuble en chantier à Degakon. Pour éviter d'en arriver encore à ce type de situation au Bénin, les acteurs des BTP bâtiments travaux publics débattent sur leur potentiel rôle dans la prévention des risques d'effondrement des infrastructures. Remettez un plan au maçon et il vous dira tout de suite comment il faudrait approvisionner. Il faut que chacun reste dans son couloir. Si je prends le cas de Degakon par exemple, c'est un projet pour lequel il y a eu bel et bien du permis de construire, mais la mise en œuvre a eu des difficultés. Le suivi n'a pas été fait comme cela se doit. Les matériaux utilisés n'étaient pas de bonne qualité. C'était la cible qu'il fallait pour pouvoir animer ce débat-là. Malheureusement, ce qui a un peu manqué, c'est la présence de constructeurs, parce que ça aurait permis aux entreprises de pouvoir aussi soulever les problématiques auxquelles elles sont confrontées sur des chantiers. Le cabinet SDP est à la houlette de ce rendez-vous du donner et du recevoir. Toutes ces catastrophes enchaînent et qu'est-ce qu'on fait de manière concrète, pas juste avec des mots. Donc on interpelle nos politiques, on interpelle nos professionnels, on rassemble notre profession et on met les sujets sur la table et on voit ce qu'on peut dégager comme piste de solution. Cette séance d'information ne sera pas la dernière organisée. Dans les jours à venir, ces acteurs des BTP devraient se retrouver pour débattre sur différentes thématiques. Il était érigé, parlant d'ouvrage, il était érigé en 2011 pour renforcer l'infrastructure portuaire. L'épi d'arrêt de sable était censé durer au moins 50 ans. Mais déjà, l'ouvrage se dégrade et l'exécutif, à la faveur du dernier Conseil des ministres, autorise une contractualisation en vue de la réparation définitive de l'ouvrage. On le voit avec William Tchoki. Comblement de bras lagunaires à la hauteur d'Ilakodji. Érection de 8 épis au total sur le segment ouest de la côte béninoise. Une solution trouvée pour freiner l'assaut des houles de l'érosion côtière à la frontière avec le voisin du Togo. À l'est de Cotonou, par contre, le phénomène persiste, érode dangereusement la côte, malgré cet épi de 300 mètres réalisé dans le cadre de Millennium Challenge et Compte et attribué au port autonome de Cotonou, nous étions en 2011. Comme première cause de dégradation, une négligence dans la conception de l'infrastructure. L'initiative de la réparation provisoire de l'ouvrage en 2014 par le dit groupement n'a rien changé quant à la persistance de sa défectuosité. L'ouvrage connaît des dégradations, s'aggrave au fil des années et pourrait être préjudiciable aux performances du port de Cotonou. Le gouvernement a décidé alors de procéder à une réparation définitive, renforcer l'épi d'arrêt de sable, protéger l'infrastructure portuaire, une décision prise au dernier Conseil des ministres le 11 septembre 2024. Aux fins de consolider l'épi d'arrêt de sable, que la présente contractualisation est autorisée, à charge pour les ministres concernés de veiller à la bonne exécution des travaux. L'exécutif autorise alors la contractualisation en vue de la réalisation de l'étude pour les travaux de réparation définitive de l'épi d'arrêt de sable
Une diligence pour sauvegarder l'intégrité territoriale et crédibiliser davantage le port de Cotonou aux yeux de ses partenaires. Intéressons-nous à présent aux efforts entrepris chaque année depuis 2016 par le gouvernement pour impacter positivement les conditions de vie des travailleurs béninois. Désormais, ils bénéficient de mesures favorables à leur épanouissement, des avantages qui vont de l'augmentation des salaires à l'amélioration de leurs conditions de travail. Ulaïs Balogun nous offre ici une piqûre de rappel. Depuis 2016, avec l'avènement du régime de Patrice Talon, les conditions de vie des travailleurs béninois ont été marquées par des réformes économiques et sociales, ainsi que des initiatives visant à les améliorer. L'une des principales réformes a été la rationalisation et la restructuration du secteur public, avec à la clé l'amélioration de l'efficacité administrative, la réduction des coûts et la réorganisation des services publics. On parle désormais d'une administration de développement. Ce qu'on peut retenir, c'est la mise en place d'un cadre juridique et institutionnel favorable à une administration intelligente et efficace, le réaménagement des horaires de travail pour permettre aux agents de l'État de sortir plus tôt. Nous avons également modernisé la gestion des ressources humaines de l'État, amélioré les conditions de travail des agents et surtout, nous avons développé les e-services pour rapprocher l'administration des administrés. Des initiatives qui concourent à faciliter la vie aux citoyens, mais aussi aux travailleurs béninois, dont le bien-être est aujourd'hui le cœur d'action des réformes. Au profit donc de ces agents, il s'agit en substance de l'appurement progressif des arriérés de salaire. Il s'agit également de la mise en œuvre de l'avancement automatique d'échelon, suivi de l'augmentation du salaire. Avec ça, on peut dire que tous les 2 ans, les agents de l'État connaissent une augmentation de salaire. Et cerise sur le gâteau, c'est la revalorisation de 3% du point indiciaire. Un aide-soignant a connu une augmentation de salaire de 50%, passant de 82 344 francs CFA en 2016 à plus de 105 505 francs CFA en 2023. Un instituteur adjoint qui était payé à 87 114 francs CFA est passé à 129 485 francs CFA. Une augmentation qui va de 24 à 50% selon les catégories. Les aspirants au métier d'enseignant ne dérogent pas à ces mesures. Désormais, ils sont payés 12 mois sur 12. Ils bénéficient d'une prime d'engagement de 20 000 francs CFA pour service d'intérêt national et le processus de leur reversement en agent contractuel de l'État est engagé. Preuve, s'il en est encore, que le gouvernement travaille à rendre la vie facile aux travailleurs béninois. On parle santé à présent. 2022, l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé le 16 septembre Journée internationale de la cardiologie interventionnelle. Depuis lors, elle invite chaque année les pays à célébrer cette journée afin de mieux faire connaître les maladies cardiovasculaires, leurs complications et surtout les moyens de les prévenir. Estelle Pazou, à ce sujet, nous fait ce commentaire. S'il y a des soins qui permettent d'améliorer la santé et d'accroître la qualité de vie, la cardiologie interventionnelle en fait partie. Elle est l'ensemble de tous les actes exploratoires et thérapeutiques en cardiologie réalisés en introduisant des cathéters et des sondes dans les artères et dans les veines. La pratique a connu un essor spectaculaire au cours des 30 dernières années et a permis dans certains cas de remplacer des opérations faites pour la plupart à cœur ouvert. La cardiologie interventionnelle est donc progressivement devenue une spécialité. Elle s'appuie sur le socle des connaissances générales en cardiologie mais intègre aussi des compétences spécifiques, d'où l'apparition d'un nouveau métier de cardiologue interventionnel. Pour rappel, les maladies cardiovasculaires constituent un ensemble de troubles affectant le cœur et les vaisseaux sanguins. On estime à 17,9 millions le nombre de décès imputables aux maladies cardiovasculaires en 2022, soit 32% de la mortalité mondiale totale. Parmi ces décès, 85% étaient dus à des crises cardiaques et à des accidents vasculaires cérébraux. Dans un grand nombre de pays, les systèmes de santé nécessite des investissements importants et une réorientation pour prendre en charge efficacement les maladies cardiovasculaires.
Au Bénin, le centre hospitalier international de Calavi, qui sera bientôt mis en service, dispose d'équipements médico-techniques de haut niveau capables de prendre en charge les pathologies les plus complexes. Il s'agit d'un hôpital public qui sera ouvert à tous les patients, mais qui se positionne comme un hôpital de référence pour les pathologies nécessitant des réponses adaptées que les hôpitaux de niveau inférieur ne peuvent pas fournir. Soutien, manifeste, détermination inconditionnelle. Mot d'ordre des Amazones du bloc républicain à Parakou, arborant fièrement l'emblème du cheval blanc cabré. Ces militantes se sont réunies pour réaffirmer leur fidélité à leur parti et leur soutien au président de la République. Cet engagement s'inscrit dans le cadre des nombreuses initiatives et réalisations du chef de l'État dans le secteur des infrastructures modernes. Voici le reportage d'Olviga Messan et d'Enoch Mpati. Dans une salle vibrante d'énergie, les Amazones du bloc républicain d'Abdoulaye Biotchane se sont rassemblées à Parakou. Militantes dévouées et ferventes, soutien de Patrice Talon, elles ont exprimé leur gratitude pour les efforts constants du chef de l'État en matière de développement. Chère population de Parakou, nous sommes les Amazones du bloc républicain du président Abdoulaye Biotchane, mais d'origine 100% Patrice Talon. Parce que le président Patrice Talon a sauvé l'honneur de la femme béninoise. Monsieur le président Patrice Talon, vous pouvez compter sur nous, comme dans l'histoire du Dahomey, où le roi Gezo a compté sur les Amazones. Les Amazones ont salué les réformes notables en mettant l'accent sur celles qui touchent particulièrement leur ville. En témoignage, la construction des marchés modernes sur toute l'étendue du territoire national. Notre raison d'être, ce sont les microcrédits au profit de la femme béninoise, car elles en sont les grandes bénéficiaires. C'est de l'inédit, c'est du jamais vu. Et c'est pour ça que je vous demande de vous mettre en ordre de bataille, cher Amazon, pour soutenir la vision du président Patrice Talon. Le soutien indéfectible des Amazones envers le président Patrice Talon s'est fait entendre. Réaffirmant leur attachement au bloc républicain, elles invitent les leaders du parti à rester à leur côté, tout en espérant que Parakou continuera de bénéficier de l'attention particulière du chef de l'État. Nous invitons l'honorable Rachidi Badamassi, notre leader, à ne céder à aucune provocation. Nous vous demandons de ne pas quitter Parakou. Restez à Parakou. J'ai écouté 5 sur 5 le message des femmes qui me demandent de rester à Parakou, de ne plus bouger. J'ai déjà pris ma valise. Je serai en permanence à Parakou. À chaque fois. Et plus précisément, la 8e circonscription électorale. Et aussi toute la partie septentrionale. À Parakou, les Amazones du bloc républicain se montrent prêtes à soutenir le développement du Bénin et celui de leur ville et à œuvrer pour un avenir meilleur. À l'étranger, tout près au Nigeria, on ira voir les problèmes posés par les sachets d'eau en plastique à l'environnement au Nigeria, mais également les problèmes de migrants au Maroc, mais pas que, la fermeture d'usines de voitures électriques en Belgique, mais aussi l'état d'urgence décrété après la tempête Boris en Pologne. Tout ceci avec Arnaud Adaya. De nombreux petits sachets d'eau en plastique jetables jonchent le sol ici sur le marché d'Obalande. Nous sommes au cœur de Lagos, la capitale économique du Nigeria. Selon les Nations Unies, 50 à 60 millions de sachets d'eau usagés sont jetés chaque jour dans les rues d'un Nigeria à forte démographie croissante. À Lagos, 200 entreprises produisant des petits sachets d'eau en plastique côtoient 300 entreprises chargées du recyclage. Ce tard, le 15 septembre 2024, des images montrant le côté marocain de la frontière. Les forces de l'ordre marocaines repoussent dimanche des centaines de candidats à l'immigration irrégulière, des Marocains et des ressortissants d'autres pays africains qui cherchaient à rallier l'enclave espagnole de Ceuta. Ils étaient encouragés par des appels sur les réseaux sociaux.
Des milliers de personnes défilent à Bruxelles pour soutenir les travailleurs d'une usine menacée de fermeture en Belgique. Ces personnes demandent à l'Union européenne d'investir dans le secteur industriel. Nous n'avons pas besoin de plus de flexibilité. Les vrais responsables sont quand même les politiciens, ça c'est clair et net. Et puis on voit aussi qu'on s'est laissé manger par le marché asiatique. Et aujourd'hui on voulait manifester pour montrer notre colère vis-à-vis aussi du monde politique qui nous a laissé tomber quelque part. L'usine en question emploie environ 3000 personnes. Fabriquant traditionnellement des voitures électriques haut de gamme, l'usine pourrait fermer ses portes en 2025. Longtemps, il a été le journaliste le plus célèbre de la BBC. Hugh Edwards est condamné à 6 mois de prison avec sursis et une obligation de soins pour détention d'images pédopornographiques. C'est la fin d'un épisode embarrassant pour le groupe de médias publics britannique. Après le passage de la tempête Boris, le Premier ministre polonais Donald Tusk affirme lors d'une conférence de presse que la Pologne va prochainement décréter l'état de catastrophe naturelle. Les pluies diluviennes tombées en Europe centrale ont causé les plus grosses inondations depuis des décennies en Pologne où 4 personnes sont mortes. C'est sur ces images d'un monde traversé de tourments divers que prend fin ce journal. Merci pour votre inépuisable fidélité. Merci à toutes les équipes. Bonsoir chez vous.